Bonjour à tous et bienvenue chez DigiSchool. Bon, aujourd'hui, on va réviser le brevet. Je pense que c'est ce que vous attendez bien sûr. Donc, moi, ce que je vais faire là, maintenant, tout de suite, c'est vous donner quelques petites infos pour l'épreuve d'histoire géo. Et puis après, on va vraiment dérouler toutes les questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à les poser sur les différents chats. Et puis, je vais tâcher de répondre au maximum de questions. Vous êtes hyper nombreux, donc ça ne sera pas évident de tout y répondre. Mais n'hésitez pas à regarder le live en replay si jamais vous n'avez pas la possibilité d'avoir la réponse à votre question. Je l'aurais peut-être donnée avant. Juste pour vous rappeler que l'épreuve d'histoire géo, elle se passe donc en 3 épreuves, 3 parties si vous voulez. Vous avez une première partie sur une étude de doc et cette étude de doc, elle sera soit en histoire, soit en géo. Vous aurez quelques petites questions, ça peut être sur un document ou 2 documents et on vous demandera à un moment donné de les confronter. Deuxième exercice, donc premier exercice sur 20 points. Deuxième exercice sur 20 points, là, ça sera plutôt des repères. Donc, on va vous demander des repères chronologiques si c'est en histoire, des repères spatiaux si c'est en géo. Et on va vous demander de faire ce fameux exercice qui est le développement construit. Je vais y revenir juste après. Et enfin, dernier exercice, c'est un document en EMC sur 10 points. 2 infos et après, je balance donc, on commence déjà à balancer les questions. Première info sur les études de doc. Prenez vraiment le temps de lire la question, de repérer si vous avez un verbe de consigne, quel est ce verbe de consigne, si c'est par exemple raconter, si c'est décrire, si c'est expliquer, etc. Il y aura une différence. Donc vraiment, prenez le temps de relever les verbes de consigne. Prenez le temps aussi de lire la question bien de façon très concentrée pour vérifier que vous avez bien répondu à l'intégralité de la question. Parfois, vous avez plus ou moins, entre guillemets, 2 questions au sein d'une même question. Donc, vérifiez bien, après avoir écrit votre réponse, que vous avez bien répondu à l'intégralité de la question. Sur le développement construit, je vous rappelle brièvement les différentes étapes du développement construit, mais vous avez un live, vous avez une fiche qui vous résume tout ça. Donc, pensez d'abord à lire le verbe de consigne. C'est toujours la même chose. Expliquer, raconter, caractériser, décrire. Ça va vous permettre de savoir un petit peu ce qu'on attend de vous. Ensuite, relevez les mots-clés. À partir de ces mots-clés, vous en faites une définition. Par exemple, si j'ai le régime de Vichy, vous devez définir le régime de Vichy de manière spatiale et de manière chronologique. Vous devez aussi définir ce que c'est, bien entendu. Une fois que ça c'est fait, vous faites ce qu'on appelle un brainstorming. C'est-à-dire, en gros, vous balancez toutes vos idées sur le papier. Ce sont vraiment des idées, des notions. Ce n'est pas des phrases. À partir de là, une fois que vous avez tout fini, vous essayez d'organiser vos idées. Votre stabilo est votre meilleur ami puisque vous allez les relier les idées ensemble. À partir de là, en fait, vous allez faire 2 ou 3 paragraphes qui vont vous permettre vraiment d'organiser vos idées. Par exemple, sur le régime de Vichy, il peut y avoir une partie un régime autoritaire, une partie un régime collaborateur et une partie un régime antisémite. Et ensuite, une fois que vous avez tout fini, vous pouvez commencer à rédiger l'introduction qui doit bien rappeler les mots-clés du sujet et les bornes spatio-temporelles. Et après, vous rédigez dans son intégralité votre travail. Prenez vraiment le temps de faire cet exercice. Il donne des points. Et puis, c'est quand même un exercice vraiment très important pour la suite de votre scolarité. Voilà, j'en ai fini avec les rappels. Questions? Allez, c'est parti. C'est parti. Attention, ça va être chaud là. Ah oui, ça va être très chaud. Le Front populaire, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Ok, le Front populaire. Donc là, on est dans la période de l'entre-deux-guerres. Le Front populaire, c'est une association de plusieurs partis de gauche en France, les radicaux, les communistes, les socialistes, qui vont se réunir ensemble en 1934 pour essayer de gagner les élections. On est dans une période où les fascismes, le nazisme se développent de plus en plus à l'extérieur de la France et donc on a la peur d'arriver et d'avoir un régime du même type en France. Donc cette réunion, elle gagne les élections législatives en 1936 et donc Léon Blum, qui est en gros leur chef de file, accède à la présidence du Conseil et met en place un certain nombre de réformes, des réformes sociales, des réformes économiques, une amélioration du mode de vie et des conditions de travail en fait des populations, une réduction du temps de travail, des journées de congé, etc. Cette période-là du Front populaire, elle est relativement restreinte puisqu'elle finit en 1938. Pardon. Super. J'ai bugué. Petit rappel sur le régime de Vichy.
Bon, régime de Vichy, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Régime de Vichy, ça commence en 1940, donc juste après la fin des combats en France, jusqu'en 1944, la libération de la France. Donc le régime est autoritaire parce que Pétain est le seul chef, il a les pleins pouvoirs et il met en place aussi de nouvelles réformes, notamment il va changer la devise, travail, famille, patrie, il va fonder tout son régime autour de la natalité, donc les femmes doivent faire des enfants, etc. etc. Deuxième chose, c'est un régime collaborateur, donc Pétain rencontre Hitler, l'entrevue de Montoire, et donc s'entame une collaboration qui peut être économique, avec par exemple des produits qui sont envoyés en Allemagne, le STO, le service du travail obligatoire, donc des populations françaises qui sont amenées en Allemagne pour remplacer les populations qui sont au combat. On a aussi une collaboration militaire, par exemple la milice qui va chasser les juifs. Et puis donc on a un troisième élément, c'est donc le régime qui est antisémite. On a un certain nombre de lois qui vont vraiment mettre de côté les populations juives et bien sûr la participation à des rafles. C'est la rafle du Veldiv qu'on connaît. Next, la guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie, ok. Alors, ça, c'est un sujet que vous travaillez en lien avec la colonisation. Donc, la guerre d'Algérie, on va prendre en tête qu'il y a un début de conflit qui commence en 1945. On ne parle pas encore de guerre, mais on a un certain nombre de manifestations qui peuvent être plus ou moins violentes. Et la guerre en elle-même, elle va commencer à partir de 1954 avec la Toussaint Rouge et s'étendre jusqu'en 1962, en fait, avec le référendum qui va permettre l'autodétermination de l'Algérie. Pendant ce laps de temps, on a un certain nombre de combats entre les Algériens qui veulent obtenir l'indépendance de leur pays, donc avec le Front de Libération Nationale. On a les Harkis qui, eux, sont des Algériens, mais qui veulent que la France reste dominatrice. Ensuite, on a les Français d'Algérie qui veulent aussi conserver cette domination. Et puis, les Français de métropole qui, eux, ne savent pas trop où placer le curseur. Donc voilà, pendant cette huitaine d'années, on a 8 années, on a des conflits relativement violents qui utilisent la torture, etc. en Algérie. Et la déclaration d'indépendance, c'est en 1962. Super. Tu peux faire un bon gros rappel même sur l'Union européenne? Ok, l'Union européenne, alors on l'a à la fois en histoire et à la fois en géo. Quand on travaille sur l'Union européenne, on va travailler d'abord sur la construction de l'Union européenne. Donc la construction de l'Union européenne se fait après la Seconde Guerre mondiale. C'est notamment voulu par les États-Unis et par les pays qui ont été vaincus, et puis même aussi les pays qui ont participé et qui ont été vainqueurs. Donc on a en fait d'abord une organisation qui s'appelle la CECA en 1951. C'est la Communauté économique de charbon et de l'acier. Et ensuite, on a, ça marche tellement bien en fait cette CECA que va être créée en 1957 la CE, la Communauté économique européenne, qui réunit 6 pays, les mêmes 6 pays que la CECA. Donc ce sont les 6 pays originels, si vous voulez, la France, la RFA à l'époque, en fait, c'est la partie de l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et les pays qui composent le Benelux, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Et ensuite, on a de plus en plus de pays qui s'ajoutent à cette construction. C'est ce qu'on appelle l'élargissement. De nos jours, on a 28 pays. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle l'approfondissement, c'est-à-dire que les domaines vont être approfondis au fur et à mesure. On va avoir notamment des domaines économiques qui vont être vraiment exploités, comme l'agriculture avec la PAC. On a aussi un certain nombre de projets sociaux avec le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Et puis, bien sûr, en 1992, la création de l'Union européenne, qui va vraiment développer de manière très très forte l'approfondissement de la construction européenne, puisqu'on n'est plus seulement sur une Europe économique, on est sur une Union européenne avec différents domaines, avec une Europe financière, monétaire, avec la création de l'euro. On est aussi sur une Europe qui devient de plus en plus politique, etc. etc. Super. Les 30 Glorieuses, on peut en parler un petit peu, s'il te plaît? Allez, les 30 Glorieuses, c'est une période qui commence après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945 environ, et qui se termine 30 ans après, d'où le nom, logique. On va dire que c'est
dans les années 70. C'est un petit peu difficile de donner vraiment une date butoir parce qu'en fait, les 30 Glorieuses, c'est une période de grande croissance économique à un moment donné où il y a grossièrement un plein emploi quasiment. Et les 30 Glorieuses, ça qualifie à la fois les pays d'Europe, le Japon, les deux grands espaces vraiment représentés, ce sont ces espaces-là, et dans une moindre mesure les États-Unis. C'est donc un moment de grand développement économique et ça s'achève avec les différents chocs pétroliers. Donc en 73, premier choc pétrolier, 79, deuxième choc pétrolier. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la 4e et de la 5e République? Ok, 4e et 5e République, ce sont des vastes sujets. Donc, 4e République, c'est une république qui naît après la Seconde Guerre mondiale. Après le régime de Vichy, on a d'abord un gouvernement provisoire qui a pour objectif de remettre en place une république, une démocratie, et donc de mettre en place les programmes qui étaient écrits lors de la résistance, en fait. En 1946, la 4e République naît et dure jusqu'en 1958. Cette 4e République, elle est relativement peu longue parce qu'elle est instable. Elle est considérée comme instable parce que l'organisation est parlementaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas un président qui a vraiment beaucoup de pouvoir. C'est plutôt le Parlement qui a beaucoup de pouvoir. Donc, ce qui fait que les chefs de l'État, pas le président, mais ce qu'on appelle le président du Conseil, en gros, de nos jours, ce serait le Premier ministre, vont varier très souvent. On a à peu près une vingtaine de gouvernements en 12 ans qui se succèdent. On pense toujours à cet effet négatif. Par contre, la 4e République a aussi un certain nombre d'effets positifs. C'est elle qui va être là pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Elle va participer à la construction européenne, etc. etc. Donc, on a quand même un bilan qui est mitigé pendant cette période. Elle prend fin en 1958 parce qu'on est en plein dans la guerre d'Algérie et on ne parvient pas à trouver une solution dans ce conflit. Et en fait, les populations françaises d'Algérie vont militer pour le retour de Gaulle au pouvoir. Et De Gaulle donc, veut bien retourner au pouvoir, mais veut changer la Constitution. Pour lui, il faut un président qui a un pouvoir fort. Donc, Charles de Gaulle va accéder au pouvoir, va changer la Constitution et on va assister donc à une nouvelle République, c'est la 5e République. Cette 5e République, elle est caractérisée par un certain nombre de choses. Un pouvoir exécutif fort, c'est-à-dire le président de la République, qui va avoir un plus gros pouvoir que pendant la 4e République. Il va avoir une prise de décision, il va aussi être le chef des armées, il va aussi pouvoir parler en direct à ces populations, parler entre guillemets via les référendums, etc., etc. Donc 5e République, c'est la République dans laquelle on est. Elle est caractérisée par ce qu'on appelle l'alternance, donc à partir de 1981. L'alternance, c'est le fait qu'on passe d'un gouvernement de droite à de gauche, etc., etc. Et puis la cohabitation. La cohabitation, c'est le phénomène pendant lequel un président est d'un parti politique et le Premier ministre est d'un autre parti politique à son opposé. En fait, cela s'explique par des élections législatives, donc de l'Assemblée nationale, qui vont à l'encontre en fait du président de la République. En gros, en général, c'est souvent pour lui dire « t'es président de la République, ce que tu fais, ça ne nous plaît pas, donc on vote à ton opposé ». Et du coup, le président prend acte de cela et va choisir un Premier ministre du bord politique de l'Assemblée nationale. Ok, voilà, grossièrement, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait savoir sur la 4e et 5e République. Très vaste sujet. Merci beaucoup. Les espaces productifs en géo, est-ce qu'on peut en parler un petit peu, s'il te plaît? Ok, espace productif. C'est vachement large, toutes ces questions. Alors, les espaces productifs, on dénombre en fait 3 types d'espaces productifs en fonction des secteurs. On a le secteur agricole, donc qui est le secteur primaire, le secteur industriel, qui est le secteur secondaire, et puis le dernier, c'est le secteur tertiaire qui réunit les services, le tourisme. En fait, chacun de ces secteurs est caractérisé par un certain nombre d'éléments. Par exemple, pour l'agriculture, on a une population de moins en moins agricole en France, donc l'agriculture est de plus en plus productive et moderne. Donc on a le phénomène qu'on appelle la déprise, c'est-à-dire que des populations, des agriculteurs quittent leur terre parce qu'ils ne parviennent plus à produire assez ou les conditions de travail sont trop difficiles. Mais malgré tout cela, on a quand même une grosse production agricole en France.
Deuxième secteur, c'est le secteur des industries. Donc là, on a différents types d'industries aussi en France. On a les vieilles, entre guillemets, industries au nord et à l'est de la France, qui elles sont des industries de matières premières, c'est-à-dire qu'on va extraire la matière première, notamment le charbon. Deuxième type d'industrie, ce sont les industries à proximité des littoraux, dans ce qu'on appelle les zones industrielles portuaires, donc les ZIP. Et là, en gros, ça facilite en fait l'utilisation des matières premières qui proviennent de l'étranger. Donc ça s'est développé en lien avec la mondialisation. Et troisième type d'industrie, on va dire les industries de haute technologie qui associent en fait des centres de recherche et des industries. Donc c'est ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. Ensuite, sur le secteur des services, on a les services et le tourisme, services à la personne, etc., etc. Et puis le tourisme, là, les différents types de tourisme, tourisme balnéaire, tourisme vert, tourisme urbain, etc., etc. Voilà, globalement. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du plan Marshall? Ok. Plan Marshall, donc là, on est pendant la guerre froide. On est au tout début de la guerre froide et le plan Marshall est en quelque sorte le moment où on a une coupure entre les États-Unis et l'URSS qui sont ces deux grands pays qui vont s'opposer pendant la guerre froide. En 1947, les États-Unis proposent une aide économique et financière aux pays qui ont été touchés par la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les pays d'Europe de l'Ouest l'acceptent. Certains pays d'Europe de l'Est l'acceptent aussi, mais sont obligés finalement de refuser sous la pression de l'URSS. Donc vraiment, en gros, les pays qui vont être aidés par le plan Marshall, ce sont les futurs alliés, ce sont les alliés des États-Unis. Next. On pose des questions sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. Je suis pas sûre que Ah non, ça, fonction linéaire, fonction affine, je suis désolée. Ça, c'est à Fatoumata qu'il faut demander. Les DROM et les COM. Les DROM et les COM, ok. Les DROM, donc ce sont les départements et les régions d'outre-mer. On en a 5 en France, si on peut dire, enfin, dans ce qu'on appelle la France. Hein. Je vous rappelle que les territoires d'outre-mer, ce sont les territoires qui sont à l'extérieur de l'Europe. Donc la Corse n'est pas un territoire d'outre-mer. Donc, si je reviens aux DROM, on en a 5. Donc, on en a 2 dans l'océan Indien, hein, c'est la Réunion et puis Mayotte. Et on en a 3 à proximité de l'Amérique, donc c'est la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Ce sont des territoires qui sont vraiment complètement intégrés à la France, qui suivent les mêmes lois, exactement la même chose. Les COM, ce sont les collectivités d'outre-mer. On en a plein, je ne vais pas toutes vous les citer, mais parmi quelques exemples, vous avez Saint-Pierre-et-Miquelon, les TAF, ce sont les terres australes, donc dans l'Antarctique. Vous avez aussi par exemple Wallis et Futuna, etc., etc. Ces territoires-là ont une certaine autonomie en fonction des espaces. Hein, ça change forcément, sinon c'est pas drôle. C'est un peu plus embêtant pour nous pour comprendre. Ces territoires, DROM et COM, sont marqués par plusieurs éléments qui reviennent. C'est-à-dire qu'ils sont marqués par l'éloignement avec la métropole. On est quand même sur des distances qui sont extrêmement lointaines. Marqués aussi par un niveau de développement qui est plus faible que la métropole, mais souvent un niveau de développement qui est plus fort que les pays à proximité. Je pense notamment, par exemple, à la Guadeloupe et à la Martinique, qui sont à proximité d'îles ou de pays comme Haïti, qui est l'un des PMA, le seul d'ailleurs PMA de l'Amérique. Donc PMA, c'est les pays les moins avancés. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la métropole essaye d'aménager vraiment les territoires pour les rendre beaucoup plus accessibles, aussi bien entre eux qu'avec la métropole. Donc on a la construction de routes, c'est notamment la question de la route du littoral de la Réunion. Et puis on a aussi un travail sur les inégalités. On essaye d'aménager pour réduire les inégalités au sein même de ces espaces. Next. Next, une petite question de niche. Est-ce que le Mont Saint-Michel est un espace productif? Je crois savoir qui c'est. Je crois savoir qui c'est. C'est une petite blague. Ah ouais, private joke. Je me suis fait avoir. Pas de soucis, t'inquiète pas. Alors, et pour le coup, je vais répondre. Le Mont Saint-Michel, oui, c'est un espace productif parce que finalement, en fait, c'est un espace touristique. Ça fait donc partie des espaces productifs du secteur tertiaire. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, génocide arménien nous demande la petite Léa, pardon, est-ce qu'on peut en parler un peu? Ok, génocide arménien, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Donc en fait, on a des populations arméniennes qui sont situées dans l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, grossièrement, c'est une grande partie de la Turquie. Hein. C'est très grossier, mais ça prend une grande partie de la Turquie et des autres pays voisins. Et en fait,
en 1915, l'Empire ottoman perd parce que l'Empire ottoman est du côté de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois, et eux, ils galèrent. Ils galèrent dans leurs différentes batailles, notamment par rapport à l'URSS. Et les Ottomans vont si vous voulez, accuser les Arméniens d'être des traîtres à la patrie et vont donc commencer à tuer les populations, notamment les hommes d'abord, et puis les femmes lors de marches forcées. Donc on a une grosse partie de la population arménienne, près de la moitié de la population arménienne de l'Empire ottoman qui est massacrée pendant le génocide arménien. Next, parlons un peu de la décolonisation. Ouais. Ok, donc décolonisation. On a parlé tout à l'heure de l'Algérie, donc je ne reviendrai pas dessus. On a d'autres caractéristiques. Donc l'Algérie, c'est vraiment la décolonisation entre guillemets violente. On a des décolonisations qui sont entre guillemets pacifiques avec en quelque sorte des négociations, si vous voulez, et c'est l'exemple de l'Inde. L'Inde, en fait, on a depuis le début du XXe siècle un certain nombre de combats, notamment vous avez bien sûr Gandhi, qui est on va dire un des hommes très connus de la décolonisation, qui lui va utiliser une méthode pacifique pour obtenir la décolonisation de l'Inde. Cette décolonisation, elle a lieu en 1947, et c'est une décolonisation donc négociée, donc pas de conflit pour venir à cette indépendance. Néanmoins, on a des conflits qui vont suivre puisqu'on va partager l'empire indien, l'empire des Indes, qui appartenait entre guillemets à la métropole britannique. On va le partager entre hindous et puis entre musulmans. Donc ça va donner en fait deux pays qui vont naître, l'Inde et puis le Pakistan. Merci. Les espaces de faible densité, on en a parlé un petit peu ? Non, on n'en a pas parlé, on va en parler. Si tu veux bien. Ok. Donc les espaces de faible densité, ce sont déjà des espaces où il y a peu de personnes. Je vous rappelle que densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc les espaces de faible densité, ce sont des espaces où il y a une faible proportion de population, environ 30 habitants par kilomètre carré à peu près au maximum. Ce sont des espaces qui sont globalement situés notamment dans la diagonale du vide. Cette diagonale du vide, c'est une diagonale, en quelque sorte, qui commence dans le nord-est de la France et qui se termine dans le sud-ouest de la France, en passant notamment par le Massif central. Ces espaces productifs, donc, ces espaces de faible densité vont avoir une population relativement faible, mais on va dire qu'il y a un certain nombre d'aménagements en lien avec ces espaces de faible densité, même si souvent ils souffrent de moins d'aménagements que les autres espaces. Je vous donne un exemple, c'est l'effet entre guillemets tunnel des TGV qui vont par exemple passer par ces espaces de faible densité, mais ne pas s'arrêter. Donc ne vont pas en fait finalement engendrer de bénéfices ou d'intérêt pour ces espaces de faible densité. Oui. Next. On a beaucoup de questions sur la guerre froide. J'en ai une première un peu précise et après on peut en parler plus généralement. Pourquoi parle-t-on de bipolarité quand on parle de la guerre froide ? En fait, on parle de bipolarisation du monde parce qu'on a deux pôles. Dans bipolarisation, il y a bi, qui veut dire deux, et polarisation, en gros, c'est deux pôles. Et deux pôles, ça signifie que d'un côté, on a les États-Unis avec leurs alliés, et de l'autre côté, on a l'URSS avec leurs alliés. Donc c'est pour ça qu'on appelle soit un monde bipolaire, soit une bipolarisation. Voilà. Okay. Et du coup, on peut passer à une grande partie sur la guerre froide. Ok, guerre froide, ouais, t'inquiète, ça se tente. Donc guerre froide, caractéristiquement, on va dire que la guerre froide, elle commence en 1947 et s'arrête en 1991. Et on travaille en fait donc cette opposition entre États-Unis et URSS. Alors la guerre froide, elle est caractérisée par un certain nombre de crises. Première crise, on va dire grande crise, c'est la crise de Berlin, 1948-1949, qui est en fait une crise qui est liée à, allez, il faut que je rembobine un petit peu, à une division de l'Allemagne en deux entre les alliés, si vous voulez, des États-Unis et de l'autre côté, les alliés de l'URSS. Et au sein de cette partie, les alliés de l'URSS, si vous voulez, il y a donc l'Allemagne liée à l'URSS, il y a une partie qui est caractéristique, qui est Berlin. Et donc Berlin est situé dans une zone plutôt à domination soviétique, mais Berlin est divisé en deux, entre
domination des États-Unis et domination de l'URSS. Et en fait, si vous voulez, cette première crise de Berlin en 1948-1949, elle existe du fait d'un blocus que lance Staline et qui empêche en fait que les Américains, les Britanniques, les Français puissent accéder à Berlin-Ouest, pourtant qui est en fait leur partie de Berlin qui leur est donnée, enfin donnée c'est pas vraiment le bon terme, mais qui est sous leur domination. Donc première crise qui se solde finalement par un échec pour Staline parce qu'il y a un pont aérien, c'est-à-dire des avions qui vont de la partie de l'Allemagne de l'Ouest à Berlin-Ouest. Deuxième crise notable, c'est 1961. En fait, juste après la première crise de Berlin, on a deux pays qui se sont vraiment construits, c'est la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, et RDA, Allemagne de l'Est. Et au sein de ces deux pays, finalement, on a des grandes inégalités. Et beaucoup d'Allemands de l'Est essayent de gagner Berlin pour aller à Berlin-Ouest et ensuite aller en Allemagne de l'Ouest. Et donc, la RDA commence à avoir vraiment un flot de population qui part vers l'Ouest et va donc, du coup construire le mur de Berlin pour empêcher la fuite de ces populations. Troisième crise, c'est bien sûr la crise de Cuba en 1962. Cette crise, elle est caractéristique parce que c'est le moment où vraiment il y a en quelque sorte un apogée dans la guerre froide, c'est ce moment-là. Et en fait, Cuba est devenu communiste, allié à l'URSS. L'URSS installe des rampes de lancement de missiles qui peuvent atteindre le pays des États-Unis sur 2/3 du pays. Donc, c'est un peu menaçant quand même pour les États-Unis. Et finalement, cette crise, elle se solde par en fait une négociation qui permet donc de résoudre ce conflit. Et les rampes de lancement de missiles sont enlevées. Dernière crise, c'est bien sûr crise, si on peut appeler ça une crise. Vous avez 1989, qui est le moment où le mur de Berlin chute. Les populations berlinoises vont casser le mur de manière tout à fait volontaire et vont rompre finalement cette rupture qui existait entre Berlin-Est et Berlin-Ouest et va permettre en fait la réunification de l'Allemagne en 1990. Vous avez bien sûr aussi des guerres, mais les deux grands, c'est-à-dire URSS et États-Unis, ne se rencontrent pas de manière frontale. Ils vont se rencontrer par alliés interposés, que ce soit pendant la guerre de Corée 50-53 ou pendant la guerre du Vietnam. Et en 1991, la guerre froide se termine parce que l'URSS, en fait, a connu depuis 1989 et la réunification, réunification qui se termine vraiment en 1990 de l'Allemagne, elle a connu un grand nombre d'indépendances des pays sur lesquels elle avait sa domination. Et l'URSS explose, si vous voulez, elle n'explose pas en mode boum, elle implose en gros la réunification de tous les États qui composaient l'URSS n'existe plus, puisque chaque État prend son indépendance. Il y a une quinzaine à peu près d'États qui naissent ou renaissent à la suite de l'implosion de l'URSS, et c'est la fin de la guerre froide. Super. C'était une version rapide. Voilà, c'était bravo. Alors il y a quelqu'un qui nous dit moi je passe mon brevet vendredi, c'est étonnant. Il me dit est-ce qu'on peut parler de mai 68 un petit peu s'il vous plaît. Ok, ouais, bien sûr, on parle de mai 68. Alors j'ai pris un stylo, je sais pas pourquoi, pour l'instant ça ne me sert pas. Donc, alors mai 68, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on se passe en France. En mai 68, on a les étudiants qui commencent à se manifester parce qu'ils veulent avoir plus de droits. On est dans une période où la majorité est à 21 ans et on a quand même une forme de pouvoir très très fort du gouvernement. Par exemple, les étudiants vont contester le fait que le gouvernement peut censurer, si vous voulez, les radios, les télés, parce que en gros les radios et les télés appartiennent au gouvernement. Donc ça part d'abord des étudiants, ces étudiants qui vont donc manifester, rejoints ensuite par les ouvriers qui veulent de meilleures conditions de travail. Donc ce mouvement est très très fort à cette période-là et s'arrête avec notamment des grandes réformes proposées donc pour calmer le jeu. Et c'est notamment des réformes qui vont accorder plus de liberté, un petit peu plus de liberté, mais surtout de meilleures conditions de travail pour les ouvriers. On va dire les grands changements sociétaux, ils vont arriver un peu plus tard avec notamment Valéry Giscard d'Estaing qui va abaisser
l'âge de la majorité de 21 à 18 ans. Mais là, Valéry Giscard d'Estaing, c'est quand même bien après, parce qu'il est président de 1974 à 1981. Next. Aménagement du territoire français. Ok, je parle de l'aménagement du territoire. Alors déjà, dans aménagement du territoire, en fait, il faut avoir en tête que aménager, c'est mettre en place, permettre de rendre un territoire compétitif et concurrentiel en lien avec la mondialisation, en lien avec l'Union européenne, etc., etc. Donc l'aménagement du territoire, c'est tout un tas d'aménagements qui sont faits pour que le territoire soit plus attractif. Je prends un exemple pour que ça soit très simple, c'est notamment eh bien, les transports et les voies de communication. Quand on aménage un territoire, on essaye de le rendre facilement atteignable, si vous voulez. Donc on va mettre en place des voies de communication et des voies de communication qui soient différentes. Je pense notamment à la création de hubs. Ces hubs, ce sont des grandes plateformes multimodales. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple de Roissy-Charles de Gaulle. Roissy-Charles de Gaulle, c'est bien sûr l'aéroport. Donc, ça va être des lignes aériennes, des voies aériennes. Mais c'est aussi des voies routières et autoroutières, des voies ferroviaires, le métro et le RER, je crois. Je ne suis pas parisienne, donc bref, les transports en commun qui y passent, etc., etc. Tout cela donne en fait une possibilité de changer de mode de transport et donc c'est ce qui fait un hub. Donc l'aménagement du territoire, c'est le fait de rendre le territoire vraiment attractif. Next. Peut-on parler un peu du droit de vote des femmes ? Ok, droit de vote des femmes. Juste, je précise juste que l'aménagement du territoire, il peut être fait par des acteurs publics, alors que ce soit les collectivités territoriales, donc les communes, les départements ou les régions, que ce soit par l'État, que ce soit par l'Union européenne ou par des acteurs privés. Voilà, je termine juste là-dessus. Droit de vote des femmes ? Oui. Droit de vote des femmes. Alors, le début du droit de vote des femmes en France, c'est 1944. Les femmes ont obtenu le droit de vote à ce moment-là et ont pu l'utiliser pour la première fois en 1945 lors d'élections municipales. Le droit de vote des femmes, si je parle un petit peu de l'EMC, c'est un combat dans l'idée de égalité homme-femme, puisque je vous rappelle que la devise c'est liberté, égalité, fraternité. Si j'élargis un petit peu le sujet à un élément de l'EMC qui est en gros l'égalité homme-femme, on peut dire aussi que cette égalité homme-femme, elle continue toujours à faire l'objet de différentes lois, notamment les lois sur la parité qui ont été votées, notamment la parité politique, etc. etc. Next. Qu'est-ce qu'un technopôle ou une technopôle ? Alors, un technopôle et une technopôle, c'est pas la même chose. Vous faites bien attention. T'inquiète pas, c'est pas grave. Un technopôle, c'est en quelque sorte un pôle où se réunissent des universités, des centres de recherche et puis des entreprises pour permettre en fait une mise en place très rapide de toutes les inventions qui deviennent donc des innovations. Donc par exemple, on fait une invention dans une école, dans une université et on va tout de suite l'utiliser pour de l'industrie. Une technopôle, c'est une métropole qui est centrée sur la haute technologie. Voilà. À quoi a servi le traité de Maastricht ? Alors, traité de Maastricht en 1992, ça a permis de créer l'Union européenne. Donc, on passe de la CE à l'UE. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'approfondissement d'un grand nombre de domaines dans lesquels la construction européenne va agir, que ça soit politique, monétaire, financier, etc. etc. Ok. Juridique. Comment ? Non, je rajoutais des trucs, mais c'est pas grave. Les enjeux et conflits dans le monde après 89 ? Ok. Donc, à partir de 1989, donc en fait, 89, c'est la chute du mur de Berlin, on a un certain nombre de changements qui naissent parce que le monde n'est plus bipolaire, comme je disais tout à l'heure, donc deux pôles, États-Unis ou URSS. On a d'abord un pouvoir qui est ce qu'on appelle une hyperpuissance, qui est le pouvoir des États-Unis. Donc, les États-Unis, après 1991, sont vraiment les seuls à avoir une puissance globale et à ne pas vraiment être contestés et concurrencés. Et ce, jusqu'en 2001, finalement. Ils ont une grande puissance, alors qu'on peut dire complète, parce qu'ils ont le hard power et le soft power. Et puis... C'est une question aussi, ça.
Alors, tu veux que je définisse hard power et soft power? Bien, ouais. Ok. Donc, les États-Unis ont le hard power, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la puissance entre guillemets dure, c'est-à-dire une puissance économique, une puissance politique, une puissance géopolitique, une puissance démographique, etc. Ils possèdent aussi le soft power. Le soft power, c'est la puissance culturelle, donc l'American way of life. C'est la culture, McDonald's, c'est les films Hollywood, etc., etc. Jusqu'en 2001. Et à partir de 2001, on parle d'un monde multipolaire parce qu'on a de plus en plus de pôles et que les États-Unis sont concurrencés et contestés. Concurrencés parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs pôles. Il y a l'Union européenne qui commence vraiment à avoir une puissance de plus en plus forte. Alors cette puissance, elle se limite globalement à l'économie et au commerce et puis à l'aspect financier avec la puissance de l'euro, mais elle n'est pas vraiment une puissance politique ni géopolitique. On a aussi l'émergence de pays, ce qu'on appelle les pays émergents, principalement Chine, Inde, Brésil, et ceux qu'on peut appeler les autres BRICS, c'est-à-dire, mis à part les trois que je viens de citer, la Russie et l'Afrique du Sud. Donc des pays qui sont caractérisés par une croissance économique rapide depuis seulement quelques générations. Et puis, les États-Unis sont aussi contestés. La simple contestation, ce sont les attentats du 11 septembre. Enfin, simple contestation, c'est l'exemple le plus caractéristique, si vous voulez. Ce sont les attentats du 11 septembre. Je vous rappelle qu'il y a 4 avions et non pas 2. Parce que souvent, mes élèves ils me disent « Oui, il y a eu 2 avions sur le World Trade Center à Manhattan. » Non, il y en a eu 4. Il y a eu 2 avions en effet sur le World Trade Center qui est en fait finalement le symbole économique des États-Unis qu'on touche. Mais on a aussi le symbole militaire, puisqu'il y avait un avion qui s'est écrasé dans le Pentagone. J'en perds mes mots à force d'essayer de réfléchir rapidement. Et puis un 3e avion qui, lui, a été détourné par la population de l'avion, mais qui, manifestement, allait toucher un symbole politique, lui. Voilà, donc multipolaire parce que plusieurs pôles après les années 2000. Super, peut-on parler un peu de l'entre-deux-guerres? Ok, l'entre-deux-guerres, quand on parle de l'entre-deux-guerres, en fait, on parle de 2 choses. D'abord, on parle de l'émergence de pays totalitaires, de puissances totalitaires. Et celle que vous avez travaillée, en fait, c'est l'URSS et puis c'est bien sûr l'Allemagne. Donc l'URSS, rapidement, après le coup d'État, entre guillemets, des Soviétiques en 1917, on a donc Lénine qui arrive au pouvoir, qui met en place une URSS, communiste, etc. Staline qui prend le relais. Et Staline qui reste en place jusqu'en 1953. Et donc pendant l'entre-deux-guerres, on a vraiment l'idéologie communiste qui est mise en place avec la collectivisation des biens et des matériaux. On a aussi une industrialisation planifiée et souvent marquée sur l'industrie lourde. On a le culte du chef, etc. Des éléments qu'on retrouve aussi en Allemagne avec Hitler, le culte du chef notamment. L'industrie planifiée qui va notamment être en lien avec un réarmement de l'Allemagne alors que normalement c'était interdit par le traité de Versailles qui clôt la Première Guerre mondiale. Donc des régimes dictatoriaux. Et à côté de ça, on a des démocraties, notamment la France, notamment le Royaume-Uni, qui, elles, tentent de résister face à ce développement de pays et de puissances totalitaires, mais qui sont relativement fragilisées à cette époque-là. On parle de fragilisation parce que, au final, notamment lors des dernières années jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne va envahir un certain nombre de pays, c'est notamment l'Anschluss, donc quand l'Allemagne envahit l'Autriche, ou quand l'Allemagne récupère la région de Tchécoslovaquie qui s'appelle les Sudètes. Les pays démocratiques ne parviennent pas à répondre et ne parviennent pas à empêcher ce développement de l'Allemagne. Voilà, grossièrement, c'est ça, entre deux guerres. Super, merci. L'OTAN, l'ONU, c'est quoi? Ok, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une organisation qui naît en 1949 dans le cadre de la guerre froide, qui va réunir des pays européens et les États-Unis et le Canada. Donc c'est vraiment une alliance militaire. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est une organisation qui est née pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est vraiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en juin 1945, qu'elle est créée. Cette organisation, elle a pour but d'abord de maintenir la paix,
mais également de promouvoir le développement des différents pays. Dans l'ONU, pensez bien, et ça peut être une question qu'on vous pose notamment en EMC, qu'il y a ce qu'on appelle un conseil de sécurité. Ce conseil de sécurité, c'est celui qui prend, entre guillemets, les décisions. Au sein de ce conseil de sécurité, il y a 5 pays qui sont permanents, qui sont en fait ceux qu'on considère vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, de nos jours, la Russie, à l'époque, c'était l'URSS, la Chine et les États-Unis. Et on a 10 pays qui sont temporaires et qui sont réélus tous les 2 ans. Voilà. Ok. La bataille de Stalingrad, est-ce qu'on peut en parler un peu? Ok, Stalingrad, donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Stalingrad, c'est une bataille qui est caractéristique parce que c'est une guerre urbaine et c'est le moment où l'Allemagne commence à perdre pied pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle que en 1939, si mes souvenirs sont bons, je ne veux pas dire de bêtises, mais bref, juste avant le début des combats de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et l'URSS, la date m'échappe, ne mettez pas 1939 parce que je ne suis pas sûre, mais ils avaient créé un décret, et ce décret, en gros, c'était un pacte de non-agression. Donc, Hitler, si vous voulez, il s'était adjugé l'aide de l'URSS à ce moment-là, parce que finalement, ils n'allaient pas s'agresser l'un l'autre. Donc, Hitler allait avoir toute latitude, entre guillemets, toute possibilité de combattre à l'ouest, donc la France et le Royaume-Uni. En 1941, Hitler met fin à ce traité de non-agression, entre en URSS, combat contre l'URSS. C'est là que l'URSS va vraiment intervenir pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale, donc contre l'Allemagne. Stalingrad, c'est une bataille caractéristique. Pourquoi? Déjà son nom, Stalingrad, ça vient de Staline. Donc c'est la ville de Staline. Pour l'URSS, il faut absolument tenir cette ville s'ils veulent sauver leur face, quoi, rester dans la guerre. C'est aussi une guerre, une bataille très longue, une bataille urbaine, une bataille très longue, alors que l'Allemagne était plutôt habituée à ce qu'on appelle la guerre éclair. Et finalement, en fait, à partir de Stalingrad, on a une victoire de l'URSS qui va finalement retourner le conflit dans l'Europe de l'Est, puisque après cette bataille, l'URSS va commencer à regagner les territoires perdus et arriver jusqu'en Allemagne. Super, je crois que c'est un chapitre, mais ils disent tous hommes et femmes des années 50 à 80. Ouais. Ouais, c'est un chapitre, c'est le dernier chapitre de l'année, donc c'est peut-être pour ça, en histoire, c'est peut-être pour ça qu'ils galèrent. Alors dans Hommes et femmes, en fait, vous avez plusieurs thématiques. Vous avez notamment la thématique de l'immigration. Donc là, on parle des bouleversements migratoires et on évoque notamment le fait que dans un premier temps, les migrations, elles proviennent plutôt des pays européens, qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a, et déjà un peu pendant, mais après la Seconde Guerre mondiale, pendant les 30 Glorieuses, on a beaucoup de populations qui viennent des colonies qui migrent en France. Et puis de nos jours, on a une migration qui est relativement de beaucoup de régions dans le monde, bien sûr beaucoup en lien encore avec les anciennes colonies. Deuxième élément, on parle notamment des femmes, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On parle aussi des populations jeunes et on parle notamment de mai 68. Donc finalement, on a déjà abordé pas mal de trucs sur cette thématique-là. La France de Pétain, on peut en parler un peu? Ouais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je le redis rapidement. Donc Pétain, c'est le régime de Vichy de 40 à 44. Et Pétain, on fait appel à lui parce qu'il est auréolé de gloire après avoir été l'un des hommes de la Première Guerre mondiale. Il est plutôt vieux, hein, il a à peu près 80 ans quand il arrive au pouvoir et il met en place un régime autoritaire, un régime, donc, comme je disais tout à l'heure, qui aide les nazis et puis un régime antisémite. La vie politique, j'imagine que c'est une question de MC. Alors oui, la vie politique, c'est en lien avec l'EMC. Donc quand on travaille sur la vie politique, on travaille donc l'organisation des pouvoirs. Donc on a plusieurs types de pouvoirs en France et ces pouvoirs sont séparés. C'est le pouvoir exécutif, donc c'est le pouvoir de faire appliquer la loi. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire la loi. Et puis le pouvoir judiciaire, là c'est le pouvoir de juger en quelque sorte. Ces pouvoirs sont séparés. Le pouvoir exécutif, il est détenu par le président et le gouvernement. Quand on parle de gouvernement, c'est Premier ministre et les ministres. Le
pouvoir législatif, il est détenu par l'Assemblée nationale et le Sénat. Juste une information, le président il est élu de manière directe par les populations. L'Assemblée nationale est élue de manière directe par les populations à peu près 2 semaines après que le président soit élu. Et le Sénat est élu là, cette fois, de manière indirecte. C'est-à-dire que ce sont les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux et également les députés qui vont participer à l'élection des sénateurs. Juste une info, dans ce chapitre-là, on a l'élément sur comment élaborer une loi. Je vous rappelle juste qu'on peut faire des projets ou des propositions de loi. Un projet, ça émane du gouvernement, une proposition, ça émane du Parlement. Que le projet, une fois qu'il a été mis en place, il est voté par l'Assemblée nationale et le Sénat et il fait ce qu'on appelle la navette. Donc l'Assemblée nationale vote, le Sénat vote et chacun peut ajouter ce qu'on appelle des amendements, donc des petits ajouts. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et ensuite, après un certain cheminement, on va dire que la loi est inscrite au journal officiel et c'est qu'à ce moment-là que la loi rentre réellement en application. Ok. Il nous reste encore un petit peu de temps. Ouais. Petite question un peu de méthodo, enfin pas de méthodo, mais c'est un peu sujet probable. Bon, sachant que le développement construit est tombé en géographie dans les 3 dernières épreuves de la session 2018, est-il probable que ce soit le cas pour nous aussi? Voilà. Alors ça c'est pronostic. Franchement je fais plus de pronostic parce que depuis le bac on se fait toujours avoir. Cette année pour la 4e fois l'Afrique est passée au bac, donc franchement je fais plus de pronostic. Je peux pas vous dire ça peut être comme ça peut pas être. Je vous rappelle que le développement construit il sera en géo si l'étude de doc est en histoire et inversement. Super. Les territoires ultramarins, on en a parlé? Oui, on en a parlé, ouais. Alors, État-providence, qu'est-ce que c'est? Ok, l'État-providence, c'est quand l'État va agir en lien avec le social, si vous voulez. Donc, quand on parle d'État-providence, on dit que l'État va mettre en place, par exemple, l'assurance chômage, l'assurance maladie, donc la Sécu, etc. etc. C'est ça, un État-providence. Ok. Pas mal de questions sur les cartes en géo. Alors, lesquelles faut-il apprendre? Bon, j'imagine toutes. Est-ce que tu as des conseils aussi, méthodo? Alors, sur les cartes, sur toutes les fiches de DigiSchool, vous avez en fait le listing à chacune des fiches propose un listing des cartes qu'il faut savoir. Donc là, vous les aurez toutes en fait si vous lisez les différentes fiches faites par votre cher professeur. Il faut les apprendre, oui. Après, c'est des choses relativement simples. C'est par exemple les métropoles les plus importantes. Bon, simple. Et encore, j'avais certains élèves qui me confondaient Marseille-Lille. Si vous partez en vacances, c'est relativement compliqué quand même de s'orienter si vous n'allez pas dans la bonne direction. Il y avait une deuxième question à ta question, c'est lesquels faut apprendre et en gros, conseil de méthodo pour la carte. Ok, conseil de méthodo. Essayez de faire très attention parce qu'il peut y avoir plusieurs exigences. On peut vous dire, notez le titre, choisissez un figuré, faites un descriptif de ce figuré, etc., etc. Donc, faites bien attention de respecter tous les éléments de la consigne. Ensuite, dans les figurés, si vous avez à faire un espace, ça sera forcément un figuré qu'on appelle figuré de surface, c'est-à-dire du coloriage. Si c'est une métropole, par exemple, donc une ville, ça sera un figuré qu'on appelle ponctuel, ce sera notamment un rond. En fait, ce sont des figures géométriques. Si c'est un axe que vous devez faire, ce sera forcément une flèche ou un trait. Donc, c'est ce qu'on appelle un figuré linéaire. Donc, respectez ces 3 types de figurés. Ensuite, respectez aussi, tant que faire se peut, s'il vous plaît, les règles de la cartographie. C'est-à-dire que quand on écrit quelque chose en lien avec l'eau, que ce soit la mer, un fleuve, etc., on l'écrit en bleu. Et quand c'est une ville, un pays, etc., on l'écrit en noir. Il y a différents types de règles, mais là, je ne vais pas vous casser la tête avec ça. Si déjà vous respectez celle-ci, ce sera bien. Ok. La bataille de Verdun, Ok. Bataille de Verdun, on est dans la Première Guerre mondiale. Donc, bataille de Verdun, c'est une bataille caractéristique de la guerre de tranchées. Je vous rappelle que la Première Guerre mondiale, elle est marquée par, on va dire, 3 grandes phases. D'abord, une phase de guerre de mouvement où les batailles sont plutôt offensives. Ensuite, une guerre de position à la fin de 1914
début 1915 jusqu'à 1917 environ. La guerre de position, c'est vraiment la guerre de tranchée, c'est-à-dire qu'on va s'installer dans une tranchée, dans un fossé qu'on creuse. Et l'objectif, c'est de récupérer le fossé, donc la tranchée de l'ennemi. Donc on avance que de quelques mètres et c'est vraiment une phase défensive. Et enfin, on a une phase offensive qui, on va dire, commence à la fin de 1917, début 1918. La bataille de Verdun, c'est une bataille caractéristique de la guerre de tranchée avec la création de grandes tranchées, avec une bataille très meurtrière. Si on vous parle de la bataille de Verdun, notamment lors du développement construit, pensez bien à parler des conditions de vie des soldats qui vivent dans des conditions relativement très très difficiles, avec peu de nourriture, beaucoup de maladies, de la boue, etc., etc. Une bataille qui dure aussi près d'une année, en 1916, donc qui est très longue. Ok. Petite question de l'OMC, pouvez-vous parler plus en détail de la loi fake news? C'est un thème de l'OMC, ça? Alors ouais, on peut parler des fake news. Alors en fait, c'est plutôt en lien avec le chapitre sur les médias. Donc un média, c'est tout support d'information. Donc ça peut être par exemple la télé, ça peut être les journaux, etc. Et oui, il y a un travail qui est fait sur les fake news, donc les news entre guillemets fausses qui sont propagées. Et on peut parler d'une recrudescence entre guillemets des fake news avec le développement des réseaux sociaux, etc. etc. D'accord. La défense nationale. Ok. Défense nationale, ça c'est aussi un chapitre de MC. Donc on doit voir deux choses. On doit voir d'abord que la défense nationale française, elle est caractérisée par une association avec d'autres pays mondiaux, puisqu'on a l'OTAN notamment, la France fait partie de l'OTAN, et puis l'ONU, puisque au sein de l'ONU, on a ce qu'on appelle les casques bleus, qui sont les soldats de l'ONU. Bon, deuxième chose, il faut aussi voir que la défense française, elle est liée notamment à quatre types d'armées, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et puis la gendarmerie nationale. Et que l'objectif, si vous voulez, de la défense française, cet objectif, il est écrit dans ce qu'on appelle le livre blanc. Voilà. La France, elle va avoir pour objectif de défendre, mais aussi d'aider les populations. Donc c'est pour ça qu'elle va intervenir dans un certain nombre de conflits à l'international. Ils sont plusieurs à nous parler du tiers-monde. Ouais. Je définis juste ce que ça veut dire. Tiers-monde, en fait, c'est l'existence d'un, entre guillemets, troisième monde. Pendant la guerre froide, on a donc le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Et puis, il y a ce qu'on appelle le tiers-monde, qui est en fait constitué de pays qui viennent d'être décolonisés et qui se réunissent ensemble et qui ne veulent ni être alignés, c'est le mouvement des non-alignés, à l'URSS, ni alignés avec les États-Unis. Bon, dans les faits, ça va être le cas, mais voilà. Tiers-monde, c'est troisième monde. C'est pour ça qu'on ne peut plus parler d'un tiers-monde de nos jours, parce qu'il n'y a plus cette bipolarisation. D'accord. Les valeurs, les principes, la citoyenneté. Ok. Alors, ouais, donc ça, c'est de l'EMC. Il faut penser à trois choses. D'abord, on a les symboles de la France. Il y en a 5. D'accord ? Le drapeau, l'hymne, la fête nationale, l'allégorie et j'en oublie un, la devise. Ensuite, on a les valeurs. C'est la devise, en fait. C'est liberté, égalité, fraternité. Et les principes, il y en a 4. Ils sont relativement simples à avoir en tête, mais vraiment, il faut vraiment les avoir parce que souvent, on a des éléments qui sont posés dessus. Il y a la France est laïque, donc c'est une république laïque. La France est démocratique, elle est sociale et elle est indivisible. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des lois différentes en France. Dans les faits, ouais. Juste une dernière chose sur la citoyenneté. On a la notion de citoyenneté française et de la citoyenneté européenne. Je rappelle juste qu'on est français ou on devient français. Être français, ça signifie qu'on obtient la nationalité à la naissance parce qu'on a un des deux parents qui est français. On devient français par 3 éléments. Le mariage, après 4 ans. La naturalisation, après 5 ans et d'autres obligations. Ou le droit du sol, après avoir résidé un certain nombre d'années et en avoir fait la demande. La citoyenneté européenne, toute personne qui habite en France, qui a la nationalité française, a la nationalité européenne. Et toute personne qui possède la citoyenneté européenne peut voter en France
aux élections européennes et aux élections municipales. Next. On a encore quelques minutes, non? On a quelques minutes. Le gaullisme, on peut en parler un petit peu. Ok, gaullisme. Donc, on est sur la 4e et la 5e République. De Gaulle a été très marquant parce que c'est le chef de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'après la Seconde Guerre mondiale, il a essayé de promouvoir son idée de la République, mais qu'il n'a pas réussi à la mettre en place parce que pour lui, la République devait avoir un homme fort, devait donc avoir un pouvoir exécutif fort, le président. Et en fait, finalement, son idée va être mise en place pendant la 5e République. Et le gaullisme, c'est donc en fait finalement la politique de Gaulle qui réunit donc cette idée de pouvoir exécutif fort, mais aussi lien très fort aussi avec les populations. Le lien, il peut être fait par les référendums, par les déclarations, les discours télévisés, par les bains de foule. Alors, il ne prend pas un bain dans sa baignoire hein, au milieu de la foule. Non, il va... du coup, la foule, ça va être l'eau, si vous voulez. Il se balade parmi les populations et va à la rencontre des populations françaises. Voilà, le gaullisme en quelques mots. Ok. Est-ce qu'on terminerait pas ce live sur une petite question sur Léon Blum, finalement? Allez, Léon Blum, du coup, on le termine en fait par ce qu'on a évoqué au début. Léon Blum, c'est une personne assez caractéristique parce que c'est le chef du Front populaire, donc 1936-1938 au pouvoir, et c'est lui qui met en place en fait un certain nombre de réformes économiques et sociales qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Voilà. Je suis désolée, je voudrais répondre à encore plus de questions, mais on doit s'arrêter là. Notre heure est finie, passée en votre compagnie de manière virtuelle, mais au moins en votre compagnie. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Je remercie aussi beaucoup toutes les personnes qui sont derrière moi. Ils me font des grands sourires et tout. Baptiste, et puis tous ceux qui sont à la modé et tout. Vraiment, ils font un boulot incroyable. Vous imaginez pas, c'est vraiment une histoire d'équipe. Vous me voyez, moi, mais vraiment, il y a toute l'équipe de DigiSchool derrière. Donc, un grand bravo à eux. Un grand... le mot que je dirais pas à la caméra, mais je le pense bien fort. À vous pour vendredi. De toute façon, je vous retrouve vendredi après-midi pour le live de la correction de votre brevet. En tout cas, allez-y, déchirez tout. Vous allez vraiment y arriver. N'oubliez pas de vous relire surtout parce que ça compte. Et en tout cas, bon courage et à très bientôt chez DigiSchool.